Bienvenue en Thaïlande, pays de 514 000 km² et de 63 millions d'habitants. Le royaume de Thaïlande partage ses frontières avec la Malaisie, le Cambodge, le Myanmar et le Laos. Nous sommes dans le nord du pays, dans la région bien connue des voyageurs de Chiang Mai et de Chiang Rai. 95% de la population thaïlandaise pratique le bouddhisme. Un bouddhisme venu de Sri Lanka à l'époque Sukhothai, le premier vrai royaume thaï. La finalité du bouddhisme est le nirvana, qui signifie l'extinction de toute cupidité et donc de toute douleur. C'est aussi la fin du cycle des renaissances. Aujourd'hui, au temple d'Oi Tung Stupa, on fête le Nouvel An thaï. Il se situe entre le 13 et le 15 avril. Pour accueillir les visiteurs et symboliser le lien entre tous les habitants, un grand tissu est tendu et chacun doit tourner 3 fois autour du stupa en laissant ensuite un petit mot à Bouddha. Au jardin de Mae Phe Luang, tout à côté de la ville de Chiang Rai, fondée par le roi Meng Rai au XIIIe siècle, on découvre les vestiges du royaume de Lanna, littéralement royaume du million de rizières. Outre un langage bien différent, le thaï du Nord, encore parlé par les habitants, ce royaume laissa des vestiges architecturaux d'une grande beauté. Les Thaïs viennent y vénérer Bouddha en faisant des offrandes aux 3 mondes cosmologiques. Celui des esprits en bas, des êtres humains au milieu et des dieux en haut. Chiang Rai est vivante. Elle attire autant les Thaïlandais qui viennent y chercher l'air frais, qui fait défaut à Bangkok, que les touristes aventuriers avides de rencontres authentiques avec les ethnies originaires du Tibet, de Chine, du Laos, du Myanmar. Car Chiang Rai est le point de départ des excursions menant aux montagnes. Nous sommes au point le plus au nord du pays. Un trekking est alors possible en moto, à pied, en 4x4, en vélo ou à dos d'éléphant. Ici, une dizaine d'éléphants sont recueillis et soignés. C'est que l'éléphant est le reflet d'un terrible drame social. Depuis la mécanisation des exploitations forestières, l'éléphant perd peu à peu de son utilité. Dans le même temps, son éleveur, le cornac, perd son job. Résultat, des violences et des maltraitances de ces derniers envers les pachydermes qui jadis les ont fait vivre. Nouvelle activité donc pour les imposantes bêtes, des promenades chargées de gentils touristes. La misère des éléphants n'était rien face à la misère humaine il y a encore 20 ans. Nous sommes dans un endroit mythique, tristement célèbre pour ses cultures de pavots et son trafic d'opium jadis payé en or sur un territoire englobant 3 pays, Laos, Myanmar et Thaïlande, raison pour laquelle on le nomma le Triangle d'Or. Il y a encore 30 ans, cette région ressemblait à une terre brûlée, l'opium se cultivant sur brûlis. Penny Prombourt se rappelle avoir travaillé avec son père pour le compte de Khun Sa, le plus grand baron de la drogue régnant sur toute la zone. Interdite d'école, elle devait compter les balles vendues aux milices pour le compte de Khun Sa. Le trafic d'armes se faisait ici, au pied du grand arbre. Les vendeurs se réunissaient une fois par semaine et venaient vendre des armes et des munitions. Je suivais mon père et il me donnait le rôle de compter les balles. Je ne suis pas allée à l'école. Mon père m'a dit que je n'en avais pas besoin et qu'il valait mieux que je l'aide à vendre des munitions. Des années plus tard, ils étaient toujours et encore à ce rendez-vous et traversaient la frontière pour nous rencontrer ici une fois par mois. Pendant ce temps, je suis progressivement devenue adolescente. Il a fallu attendre un peu plus pour que cela cesse. Lorsque nous avons commencé à voir de plus en plus d'agents du projet et de soldats venir ici quand ils ont commencé à construire une route menant à cette zone. La route que nous voyons en ce moment, en face de la Villa Royale, était utilisée pour être tout simplement une voie pour les chevaux. Il n'y avait pas de route principale à ce moment-là. Plus tard, ils nous ont dit qu'ils avaient l'intention de construire une Villa Royale ici et qu'ils voulaient que nous fassions pousser des arbres au lieu de cultiver du pavot. Pourtant, ma famille ne cultivait pas de pavot. Après cette période, j'ai été membre de l'organisation administrative du sous-district pour un seul mandat. Et puis j'ai été sous-chef de la direction de cette même organisation administrative pendant 2 mandats. La vie devient mieux ici. Dans notre famille, nous plantons nos propres légumes. Et on nous a donné des cochons de race Mae Shan venant du projet Doi Tung. On nous a également donné des poulets de race Prado Doom destinés à assurer une partie de l'économie de suffisance de notre famille. Face au fléau de la culture du pavot et du trafic de drogue dans tout le Triangle d'Or, la princesse Srinagarindra
mère de l'actuel roi Rama IX, crée en 1972 la fondation Mepheluang. Passionnée de fleurs et de nature et afin de montrer sa volonté de changer la vie des paysans, elle fait construire, voici 28 ans, une villa et des jardins dans les collines de Doi Tung. Lorsque le projet de développement s'est mis en place, j'étais impliqué dans des activités illégales. Mais c'était difficile et je luttais pour élever ma famille, alors je me suis arrêté. Lorsque nous faisions pousser du pavot, il n'y avait pas d'arbre du tout. J'ai commencé à fumer de l'opium à 21 ans. Lorsque le projet a démarré, l'opium a été déclaré illégal. Ils nous ont obligés d'arrêter de fumer et de cultiver du pavot, et j'ai donc été obligé de changer. Le plus grand changement a été de planter du café et des piments. Dans l'ensemble, le café était mieux. Nous avons creusé des trous et planté des arbres, des caféiers. Nous avons fait pousser du café et aussi des noix de macadamia après avoir creusé ces trous. Doi Tung fut ainsi créée sous le couvert de la fondation royale Mepheluang. Elle proposa aux tribus montagnardes des alternatives à la culture de l'opium, des revenus stables et une meilleure qualité de vie. La pauvreté reste un des défis les plus importants dans le monde d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas assez de projets similaires aux nôtres. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Ce qu'il faut, c'est pouvoir comprendre les concepts et les approches et être capable de les mettre en place sur le terrain afin d'effectuer de vrais changements. Doi Tung est aujourd'hui une véritable entreprise sociale et une marque sous laquelle on trouve 4 pôles. L'artisanat, poterie, textile et papier, le tourisme, les produits alimentaires avec le café et les noix macadamia, et l'agriculture. Cette activité comprend les orchidées, véritables symboles du pays vendus dans le monde entier. À l'état de germe, en bouteille, produite ici en laboratoire. Cette activité a par exemple permis de donner du travail qualifié à des femmes promises à un avenir plus sombre, sans doute dans les maisons closes de Bangkok. Une culture nouvelle dans le pays, plutôt habituée au thé, les caféiers d'Arabica. Ils appartiennent aux paysans, mais l'entreprise sociale et sa marque Doi Tung se chargent de la torréfaction, du cup testing et du marketing. J'ai commencé à travailler à Doi Tung en 2004. Mon premier emploi était assistant d'emballage. Actuellement, je suis responsable de la gestion de l'entrepôt. L'installation de torréfaction de café de Doi Tung est l'endroit qui crée le plus de valeur ajoutée pour le café que les villageois ont planté à la place du pavot. Autrefois, les villageois ici plantaient du pavot et comptaient sur une culture itinérante peu performante. Il manquait d'emplois fiables. Notre café Arabica est planté à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui donne à notre café un arôme et une saveur distinctive. Plus important encore, le café Doi Tung est cultivé à l'ombre, ce qui signifie qu'il peut être planté sans avoir à abattre des arbres dans la forêt. En ce qui concerne les espèces de café, à Doi Tung, on cultive du café Arabica, mais nous expérimentons aussi des plantations de Robusta. Doi Tung s'occupe aussi du packaging et de la vente sur les marchés mondiaux ou dans les petites échoppes comme celle-ci. Éliminer les intermédiaires et ajouter de la valeur à chaque maillon de la chaîne, voilà ce qui augmente sensiblement les revenus des producteurs de café. Depuis 1981, au village Pai, les paysans plantent des caféiers. Cela a débuté lorsque le gouvernement a commencé à mettre en œuvre sa politique de substitution de la culture du pavot par la plantation de caféiers. En 1988,
le projet de développement Doitung a commencé à soutenir la culture du café. De cette époque et jusqu'à présent, le village de Pahi commence à être connu pour la culture du café et nous avons débuté la torréfaction en 2000. Avant cela, nous n'étions que des agriculteurs travaillant dans les plantations de café. Mais lorsque nous avons examiné si cela allait être durable et rentable, nous nous sommes aperçus que nous avions besoin de créer notre propre marque de café et d'être présents partout dans chaque maillon de la chaîne de valeur du café. 3, 4, voire 5 nouvelles entreprises ont été en mesure de lancer leurs magasins et leur propre entreprise de café. Doitung, c'est aussi l'artisanat. La poterie, par exemple, destinée aux marchés mondiaux et aux grandes marques de décoration. On trouve aussi les ateliers de couture et leurs lignes de vêtements ou de textiles, supervisés par des stylistes internationaux, autant de moyens de fournir un revenu correct à un maximum de gens, surtout des femmes. Elles forment plus de 80% des travailleurs de Doitung. Entre savoir-faire ancestral, local, certaines travailleuses ont reçu un métier à tisser à Doitung, quand d'autres ont pu continuer leur activité chez elles, comme Mayura, qui a installé dans sa maison un atelier et s'entoure de quelques femmes du village pour travailler avec elle et vendre la production à Chiang Mai. Le village lui a d'ailleurs fait confiance lorsqu'il a élu maire voici bien des années déjà. Grâce à la fondation, elle a reçu une formation en sciences politiques et gestion. Avant que ne commence le projet Doitung, les membres de cette communauté recevaient peu ou pas d'éducation. Moi-même, j'ai été à l'école jusqu'à ma 9e année, assez pour être capable d'écrire et de lire. Au fil du temps, le projet recrutait des bénévoles parmi la communauté. J'ai donc eu l'occasion d'y participer en tant que bénévole. Et, progressivement, j'ai été intégrée dans la première génération du département du développement social. Ma responsabilité était de recueillir des données pour les enquêtes socio-économiques. Avoir travaillé dans ce projet m'a permis, dans une certaine mesure, de développer mes compétences de leadership. L'occasion m'a amenée à devenir un membre de l'organisation administrative du sous-district et secrétaire du conseil de la communauté. Actuellement, je suis chef adjoint du village, mais aussi chef du groupe communautaire d'artisanat. Nous avons environ 40 à 50 membres dans notre groupe de travail manuel. Il existe de nombreux procédés de fabrication artisanale, mais tous les processus sont en quelque sorte liés. Doitung s'occupe aussi de la vente en boutique dans tout le pays. La Fondation tente ainsi d'inscrire cette croissance dans la philosophie de l'économie de suffisance, une approche préconisée par Sa Majesté le roi Bhumibol de Thaïlande.